débat des presse, l'émission de décryptage des faits de l'actualité sur la RTB. C'est chaque dimanche à partir de 11h et c'est avec les meilleurs éditorialistes et analystes de la presse au Burkina Faso. Ce dimanche, nous revenons sur les conclusions du sommet G5 Sahel à N'Djamena au Tchad, où les chefs d'État du G5 Sahel constatent une relative accalmie sur le terrain, mais souhaitent renforcer davantage la lutte. Le retrait annoncé de la force Barkhane n'est plus à l'ordre du jour. Et mieux, une annonce, 1 millier de soldats tchadiens dans la zone dite des 3 frontières sera déployé bientôt. Et que vous inspire cette actualité? N'est-il pas temps réellement pour les Sahéliens de s'occuper vraiment de leur sécurité, surtout dans la bande sahélo-saharienne? On en parle ce matin. Ce matin également, cette attaque dans l'Oudalan ce 19 février contre plusieurs véhicules de transport de passagers. Bilan, 9 morts et 10 blessés soignés au centre hospitalier régional de Dori. La zone de Marcoy-Gorom relativement épargnée par les attaques terroristes ces derniers temps. Comment expliquer cette résurgence? Et pourtant, le ministre en charge de la sécurité, Ousseini Compaoré, était à Arbinda cette semaine en visite où il a pu rencontrer les forces de défense et de sécurité, mais aussi les volontaires de la défense de la patrie. Est-ce une défiance? Réponse dans le débat de presse. Et dans le débat de presse, un groupe de chauffeurs routiers qui se désolidarisent de l'Union nationale des routiers du Faso qui avait annoncé sa grève pour les 22 au 26 février prochain. Ces chauffeurs qui se disent non affiliés refusent de donner le monopole de parler au nom de tous les chauffeurs du Burkina Faso. Ils demandent en outre au gouvernement burkinabé la sécurité sur les axes pour éviter les blocages. La prise de conscience ou du moins le déclic est-il enfin arrivé avec ces grèves à répétition dans le secteur du transport qui ne fait que souffrir les populations? On en parle dans un débat de presse. Et enfin, 4e sujet de débat de presse ce matin. La Libye, 10 ans après la chute de Muammar Kadhafi, le pays fait toujours face à la guerre civile. La chute du régime Kadhafi était censée régler les questions de démocratie et de gouvernance. Est-ce que cette chute s'est transformée en enfer pour les Libyens? On en parle ce matin. Ce matin, on en parle avec Bourema Ouedraogo, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Bourema. Le reporter. Le reporter. Voilà. Tout à fait. On va y arriver. Dieu vous êtes pressé, mais on va y arriver. Voilà. Bourema Ouedraogo, directeur de publication. D'accord. On va y arriver. Bourema Ouedraogo, directeur de publication de Aujourd'hui. En fait, du reporter. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité, Paul Miki Rwamba, le tout nouveau directeur général de LCA. Félicitations et bonjour d'être là. Bonjour, monsieur Kindo, merci beaucoup pour l'invitation. Merci surtout de votre disponibilité. Merci. Et puis, troisième invité à débat des presses, on y est en fait, Dieudonné Zungrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Et Aujourd'hui au Faso qui fête aujourd'hui un anniversaire, le 7e. Oui, les 7 ans du journal. Félicitations, bon anniversaire. Et merci puis, aux lecteurs, merci aux annonceurs. Et vraiment, je n'ai pas de mots. Je remercie Dieu et puis les lecteurs et les annonceurs pour ces 7 ans. C'est pas beaucoup dans un quotidien, mais en même temps aussi, c'est pas petit. Donc on espère, Inch'Allah, que Dieu nous donnera encore la force de fêter encore les 10 ans, les 15 ans et les 20 ans. Inch'Allah. Et ainsi de suite. Voilà. Et qu'il en soit ainsi. Voilà. On commence avec vous d'ailleurs, Paul Miki Rwamba. Oui. En début de semaine, les 15 et 16 février dernier, les chefs d'État du G5 Sahel et la France étaient à N'Djamena pour discuter de l'avenir de la force Barkhane, mais aussi de la sécurisation même de la bande sahélo-saharienne. Finalement, ce qu'on craignait n'est pas arrivé, le retrait de Barkhane, mais mieux, le Tchad qui avait déjà annoncé 1 millier de soldats dit qu'il va effectivement déployer ses soldats. Qu'est-ce que cette actualité vous inspire? Alors, je voudrais dire que, sauf erreur de ma part, depuis que le G5 Sahel existe, c'est la première fois qu'on a un sommet qui se tient en territoire africain et qui a autant de conclusions, autant d'espoir également dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'on était un peu habitué à voir des rencontres entre les partenaires du G5 Sahel, des rencontres donc dans les capitales
les 5 capitales des pays membres du G5 Sahel, qui aboutissent presque à rien du tout. Mais la rencontre de N'Djamena, me semble-t-il, donc accoucher d'un certain nombre de décisions qui sont qui fondent un peu l'espoir des populations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors, vous l'avez dit, on était donc en train de redouter un retrait progressif des soldats français engagés dans la force Barkhane au Sahel, parce que cela même avait déjà été annoncé par la partie française. Il nous souviendra également que quelques jours avant la rencontre de N'Djamena, il y a eu justement ce débat qui a eu lieu au Sénat français. Les sénateurs donc qui ont écouté les 2 ministres français, notamment Florence Parly des Armées et Jean-Yves Le Drian des Affaires étrangères, où il était question effectivement de discuter autour de l'avenir de la force Barkhane au Sahel. Alors, la rencontre de N'Djamena a permis effectivement de faire donc le point des actions menées sur le terrain depuis l'année dernière avec le sommet de Pau dans le sud de la France, sommet au cours duquel le président français avait convoqué donc les 5 chefs d'État et du G5 Sahel pour des clarifications de position, et lequel sommet également avait pris un certain nombre d'engagements dont la plupart, il me semble-t-il, ont été respectés. Donc, il y a un bilan qui a été présenté donc à N'Djamena en matière d'intervention militaire sur le terrain, lequel bilan donc a servi d'ailleurs de tremplin pour la France pour dire non, plutôt que de se retirer, il va falloir donc maintenir la force Barkhane, maintenir également les engagements des autres pays européens à combattre le terrorisme dans le Sahel, notamment la partie donc du G5 Sahel, à travers donc l'implication d'un certain nombre de pays européens. Takuba, par exemple. Voilà, cela se passe donc dans le cadre de la force Takuba, où il y a pas mal de pays qui sont déjà engagés. Alors, vous l'avez également rappelé, N'Djamena, c'était également l'occasion pour le Tchad de concrétiser une promesse qui avait été formulée depuis une année, d'envoyer donc 1000 hommes supplémentaires dans la zone des 3 frontières. Vous savez certainement que le Tchad a tenu promesse avec 1200 hommes. On sait que l'envoi de ces hommes avait été retardé par la situation également au Tchad avec Boko Haram qui sévissait. Donc je crois que la rencontre de N'Djamena des 15 et 16 février 2021 a permis effectivement d'avoir donc un certain nombre de points positifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, puisque le bilan a été fait et de nouveaux engagements ont été pris également. Mais ce qui est important de relever, c'est qu'en maintenant la force française Barkhane au Sahel, la France et ses partenaires voudraient également que l'aspect politique et diplomatique soit récupéré par les États africains, parce que c'est un peu la force note de ça. Quand on prend l'exemple du Mali, où il y a eu des résultats qui ont été engrangés à travers justement des chefs terroristes qui ont été donc abattus, il y a effectivement une partie du territoire malien qui a été récupérée grâce donc à l'intervention conjuguée de toutes ces forces-là. Mais ce qui manque, c'est l'occupation politique du territoire donc laissée par les forces terroristes. Et je crois que la rencontre de N'Djamena devrait permettre effectivement aux États africains, les 5 États du G5 Sahel, et en particulier les 3 pays qui sont les plus durement touchés par le terrorisme, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, d'avoir donc ce déploiement des forces de l'administration, de la politique au niveau justement des zones qui sont libérées par les terroristes. Et j'espère que en l'espace d'une année, on aura justement ces résultats aussi. Oui, Dieudonné Zoumrana, c'est votre avis également que cette relative accalmie qu'on constate sur le terrain doit davantage amener les pays africains du G5 Sahel, mais également leurs partenaires, à renforcer la lutte, mais aussi les actions propres à la zone? Oui, bon, c'est ce qu'on a eu de cesse de répéter, parce que si Pau avait accouché ce que nous avons appelé à l'époque d'un métis, Takuba, qui est en train de lutter contre le GIS dans la zone des 3 frontières, moi je retiens que N'Djamena a fait quand même, a abouti à 3 décisions phares. Premièrement, que quand même la lutte dans le Sahel, quoi qu'on dise, a été payante. Quand vous parlez d'accalmie, ça veut dire quand même qu'il faut reconnaître quand même ces derniers mois que quand même les attaques, les estocades et tout ont un peu baissé en rythme. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, Barkhane reste. Donc, les 600 hommes qu'on avait voulu retirer, c'est-à-dire ceux qu'on avait amenés après Pau, restent finalement. Donc, Barkhane est maintenu avec ses 5100 hommes. Ça, et là, je crois que le président Emmanuel Macron a reconnu même que le fait d'avoir envisagé ce retrait a été une erreur de jugement. Il l'a dit et il faut reconnaître que, bon, en tout cas, on avait besoin de ça. Et vous voyez que le président Macron, il a été très sévère en disant qu'il faut décapiter les gars. Le mot a été employé. Et
dans ça, je note que dans ce sous-point, il y a un autre point sur lequel je retiens de N'Djamena, la négociation avec les djihadistes. Et là, sur ce plan, je vois que Paris, Ouagadougou et Bamako sont alliés. Parce que autant il n'était même pas question de penser un temps soit peu, de prendre la langue avec les djihadistes. Maintenant, il y a un fléchissement, même si ces négociations, cette arbre à palabre sera sélective. Parce que Macron a dit qu'il n'est pas question qu'on discute par exemple avec Agali ou bien Koufa, mais bon, quels seront les katibas avec lesquels on va discuter? On attend de voir ça, c'est un sous-chapitre. Et puis enfin, en troisième point, il y a quand même les 1200 warriors du maréchal Déby qui vont débarquer, et c'est pas rien. Nous, on a fait un édito où on a d'ailleurs insisté sur ça, parce que c'est quand même l'armée tchadienne, c'est l'armée la plus efficace de l'Afrique francophone aujourd'hui, avec ses 70 000 hommes, une armée qui a fait ses armes, pour me répéter, à RD Congo, au Mali, au Darfour, et même contre les rébellions venues du Soudan. Donc ça quand même c'est des décisions phares, et comme l'a dit Paul Mikirwamba, et N'Djamena quand même trace encore de nouveaux sillons pour la lutte contre chose. On espère maintenant l'autre vent, le ventre mou quand même de ça, c'est que le G5 toujours manque du nerf de la guerre. Ces 423 millions là, bon, jusqu'à présent on en est loin. Et ça, tant qu'on ne va pas aussi avoir ce nerf de la guerre là, pour vraiment étouffer l'équipement du G5, permettre le jalonnement des armées nationales, bon, et à terme, pourtant, Barkhane veut quand même un peu vraiment y partir, parce qu'on parle aussi des armées européennes. Mais jusqu'à présent, on a l'Estonie, on a la Tchécoslovaquie qui sont là. Bon, dans cette la Tchécoslovaquie n'existe plus. Bon, c'est la République tchèque. La République tchèque et la République slovaque. Voilà. Donc, on a ces trois pays qui se sont annoncés. Donc, je pense qu'il faut quand même que le G5 soit étoffé financièrement et en nombre. Et ça, c'est un peu le talon d'Achille de mai. Je pense que l'un dans l'autre, il y a un petit satisfecit quand même de ce sommet de N'Djamena des 15 et 16 février 2021. C'est votre sentiment également, Bourema Ouedraogo? Oui, pour ne pas répéter ce que les autres ont dit, je note effectivement que si le plan purement sécuritaire, effectivement, ce sommet, en tout cas, donne des indications précises, en tout cas, relève un certain nombre d'avancées, donne des indications qui suscitent au moins qui suscite l'espoir pour les mois prochains, au regard effectivement non seulement du fait effectivement que du maintien des armes de Barkhane, du renforcement du dispositif des armées dans les trois frontières par l'armée tchadienne, mais également aussi par la montée en puissance progressive des forces armées nationales dans les trois pays. Ça montre effectivement qu'il y a quelque chose à ce niveau. C'est peut-être pas au rythme que nous le souhaitons, mais nous pensons effectivement qu'au regard des accalmies de ces derniers temps, qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe sur le terrain. Maintenant, ce qu'il faut préciser est que le sommet a reconnu les G5, c'est deux pieds. Un pied sécuritaire, un pied développement. Mais il se trouve effectivement que du point de vue développement, c'est là qu'il y a beaucoup effectivement d'insuffisance. Même si les gens ont noté quelques accords de coopération avec le ministère allemand de la coopération, avec l'Union africaine, avec un certain nombre de structures, il reste encore que si les questions de développement Paul Meki l'a effleuré, les États manquent de présence sur les terrains. Ce n'est pas seulement la présence de l'administration, ce n'est pas la présence seulement politique, mais c'est surtout la présence et la disponibilité d'un minimum de services sociaux de base pour les populations. C'est la présence et la disponibilité d'un certain nombre d'actions de développement qui recentrent les populations, ou en tout cas qui réinstallent les populations dans leur terroir et qui les assurent effectivement qu'ils peuvent avoir le strict minimum grâce aux États respectifs. C'est ça qui fait le problème. Alors que tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, on laisse effectivement les populations dans une certaine précarité et les expose à toutes sortes de recrutements et à toutes sortes de discours de radicalisation. Et c'est là où les G5 effectivement doivent s'investir davantage pour que effectivement, autant on avance sur le plan purement sécuritaire, autant effectivement on crée les conditions pour couper l'herbe sous les pieds pour couper l'herbe sous les pieds des groupes terroristes qui ne puissent pas recruter parce qu'effectivement la population se trouverait dans la précarité et ils offriraient de meilleurs services. Parce que c'est ça aussi le problème. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ces groupes dans certaines zones imposent des modes de gouvernance.
fournissent un minimum de services aux populations. Oui, quand on parle de la région de l'Est, où on vient vous dire, voilà, c'est parce que les gars de Ouaga ne vous aiment pas. Exactement. Donc on a entre nous, on va créer les conditions pour que vous puissiez avoir, parce que Ouagadougou ne vous aime pas, ou bien ainsi de suite. Donc ça, effectivement, si l'État était présent avec des services, avec des initiatives de développement qui permettent aux populations de se rendre compte effectivement qu'ils appartiennent à un État, un tel discours ne peut pas prospérer. Malheureusement à ce niveau-là, et c'est là où il y a beaucoup d'inquiétudes. Et tant qu'on peut gagner la guerre même contre le terrorisme, mais si on ne règle pas cette question, il y aura des résurgences. Oui, oui, l'État est enclin à faire ce travail, d'autant plus qu'on va vers une augmentation, par exemple, des provinces, avec la le nouveau développage, le projet là. Il faut vraiment que ces populations-là se sentent des Burkinabés à part entière, qui ne se sentent pas des citoyens de seconde zone. On l'a dit sur ce plateau. Ça, ce sentiment là a animé pendant longtemps les zones où il y a ce terrorisme, il y a ce djihadisme là. C'est des populations qui se disent en fait finalement nous ne sommes pas des Burkinabés. Mais on voit que les lits ont bougé ces derniers temps. Je ne sais pas, il y a un an, le président du Faso est allé à Djibo, on voit que le ministre de la Sécurité fait souvent le ministre de la Défense se déplace, on voit que le chef d'état-major, ça fait que quand même les populations, mais il y a ce que le Bourema a dit, ce travail de proximité pour en fait fixer les gens dans leur terroir, pour qu'ils puissent vraiment ne pas être attirés par les sirènes justement de ces djihadistes-là. Et là, il y a encore un problème parce que, bon, il y a l'Alliance pour le Sahel. Bohème a parlé de l'autre pied. C'est justement l'Alliance pour le Sahel qui fait des projets de priorité, bon, comme SOS Sahel, l'initiative verte. Mais tout ça, en tout cas, doit être conforté parce que ça manque encore de consistance et ça, une fois qu'on aura vraiment avancé dans ça, on va voir même que les jeunes ne seront plus attirés par d'autres choses pour un rien, pour aller vraiment s'enrôler ailleurs. Oui, Paul Miki, Dieudonné l'a dit, l'un également de ces points qui était censé être un peu un tabou, c'est les questions de négociation avec les groupes terroristes. Et on l'a vu hier lors d'une conférence de presse, le président français face aux médias français l'a dit clairement, le Burkina Faso qui assume son discours politique de négocier avec, et il n'y a pas que le Burkina, il y a le Mali, le Mali aussi on a déjà fait. Et donc cela veut dire que quelque part, là où on pensait que c'était des interdits, c'était peut-être des lignes rouges, on est en train de les franchir. Oui, c'est vrai qu'on a des petits progrès en matière justement de diplomatie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est le lieu de le dire. C'est vrai que le G5 Sahel ne prend pas en compte cet aspect des choses, mais il y a quand même des États individuellement qui font un peu de la négociation. Au-delà des États, je voudrais même faire remarquer que il n'y a que les populations locales, les communautés locales s'organisent elles-mêmes. Par exemple au Mali. Oui, c'était le cas au Mali. On a donc ce retour-là où, à travers donc la médiation d'une ONG suisse, je crois, les populations locales se sont retrouvées et ont eu donc des petites négociations avec le groupe terroriste pour négocier la paix. Et cela a donné quand même des résultats qui ont été relevés à un moment donné. On le dit également, au Burkina Faso, il y a eu justement ces négociations entre communautés locales dans la province du Soum où des terroristes présumés sont même venus rencontrer les populations. Il y a eu en tout cas une forme de dialogue, cela a été rapporté et cela a permis effectivement d'avoir une certaine accalmie. On ne sait pas si ce sont ces négociations qui ont permis d'avoir ces accalmies, mais je pense quand même que à un moment donné, il faudra évidemment, puisque tout le monde le reconnaît, qu'il faut donc avoir cette petite approche-là pour essayer de se comprendre, parce que dans tous les cas, le dialogue s'impose, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, pour la fin justement de cette guerre qui est en cours. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir, mais de l'autre côté également, comme Dieudonné l'a dit, je pense que c'est une approche très sélective, parce qu'il y a quand même des groupes terroristes avec lesquels on ne peut pas ouvrir la négociation. Ça c'est suffisamment clair, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, même la France l'a dit de façon très tranchée. On ne peut pas négocier avec tout le monde. Il y a des terroristes qu'il faut combattre. Il y a également, dans cette histoire donc d'insécurité généralisée dans la zone du Sahel, d'autres groupes qui ont des revendications politiques. Je crois que lorsqu'il y a des revendications politiques clairement exprimées, on peut donc se retrouver, discuter pour voir quel type de concessions on peut faire. Mais quand il s'agit de groupes terroristes qui ne font donc que tuer, que terroriser la population, je pense que ce type de groupe terroriste doit être également combattu, comme l'a dit le président français. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs lorsque l'on regarde un peu les actions sur le terrain. Mais je crois, à mon humble avis, qu'il faut de plus en plus donner la chance au dialogue donc,
puisqu'il y a déjà quelques résultats sur le terrain. Oui, Bourema Ouedraogo. Oui, si la question, on l'a toujours dit, la négociation, il faut créer les conditions de la négociation. Et les conditions de la négociation aussi, il faut avoir un minimum de rapport de force qui montre à l'autre aussi que peut-être que si le terrain militaire n'est pas forcément gagnant, mais on gagnerait tous peut-être à ce qu'il y ait la paix. Or, aujourd'hui, effectivement, je crois que les États sont à un niveau où, effectivement, il y a une montée en puissance des forces armées qui permettent, effectivement, de faire en sorte que ceux qui ont été trompés et qui constituent les bases arrière des groupes vraiment radicaux puissent être, effectivement, désarmés et réinstallés dans leur localité pour vivre en paix avec leur communauté. Ouais. Ça, c'est un travail qui est effectivement, je crois que c'est ce travail qui est en train de se faire actuellement. Par contre, ceux qui ont choisi effectivement de faire du terrorisme leur business, il n'est pas possible effectivement de discuter avec eux parce qu'en fait, sans le terrorisme, je ne vois pas ce qu'ils seront. Et je ne vois pas comment effectivement certains terroristes reconnus notoirement pour, en tout cas, avoir endeuillé des pays entiers, peuvent se retrouver en toute impunité dans la communauté et que la société même puisse fonctionner. Ça, c'est aussi des questions fondamentales qu'il faut effectivement. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on dit il y a des acteurs avec lesquels on peut négocier parce qu'on se rend compte qu'avec eux, il faut... C'est peut-être même la façon de couper la tête des groupes terroristes, parce que s'ils n'ont pas de base qui déploient sur les différents territoires pour attaquer la population, je crois qu'eux-mêmes ils ne serviront pas à grand chose et ils ne seront plus une menace à proprement parler. Donc, ce travail de négociation, surtout en partant, l'initiative du Mali est tellement extraordinaire et qu'il faut effectivement que les différentes communautés puissent l'expérimenter. Je crois qu'à Fada aussi, dans la région de l'Est, il y a une initiative pareille avec les communautés religieuses, les communautés religieuses, les chefs coutumiers et un certain nombre d'acteurs locaux qui sont en train de constituer, comme on appelle, un comité pour la paix, je n'ai pas la dénomination exacte, mais qui travaille effectivement à faire en sorte qu'on crée les conditions de dialogue entre les communautés. Parce que les terroristes peuvent s'infiltrer dans des communautés désignées. Tant que les communautés sont soudées, que les communautés ont le fort sentiment d'appartenance à un même destin, ils vivent ensemble, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir perturber leur culture sans qu'ils s'unissent effectivement pour y faire face. Donc les conditions de résilience viennent justement de cette de développement de cette capacité locale de négociation entre les communautés. C'est en cela, effectivement, qu'on peut créer à la base la résilience au niveau des populations et qui faciliterait le travail de l'État non seulement dans le déploiement des forces armées, mais également aussi dans la négociation avec un certain nombre de petits chefs terroristes qui peuvent effectivement désarmer et amoindrir les attaques contre les populations à la base. Oui, Dieudonné Zoumrana. Oui, il y a 2 ans, en 2018, si vous vous rappelez, sur ce même plateau, cette problématique des négociations a été posée ici. Mais à l'époque, je pense qu'il y avait quand même une forte opinion qui disait qu'il n'était pas question de négocier parce que pour le moment, aujourd'hui, nous y sommes. Mais au-delà de ce qu'a dit Bourema, il y a aussi, et c'était la question que beaucoup avaient posée, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table? Parce qu'il y a effectivement, d'une part, ces communautés dont parle Bourema, qui, s'ils sont résilients et tout, ils peuvent constituer, en tout cas, une force. Et puis, parce que quand on négocie, soit on est en position de force, et souvent aussi quand on est en position de faiblesse, on accepte de négocier pour choses. Mais qu'est-ce que maintenant on va mettre sur la table? Je crois qu'à l'époque c'était ce que chacun avait posé. Négocier, et ça rejoint ce que Paul Miki Ramba a dit. Le Mali, on peut s'inspirer du cas du Mali. Vous l'avez dit, la question de la souveraineté n'est pas négociable. Non, il y a des questions intangibles sur lesquelles on ne peut même pas transiger. Par exemple, le territoire. Oui, le territoire. Mais par exemple, justement, si Paris, Bamako et puis Ouagadougou sont sur la même ligne, sur ces négociations sélectives-là, mais il faut qu'ils harmonisent davantage. Parce qu'au Mali, quand on voit, il y a une revendication politique carrément. L'Azawad, ils revendiquent un territoire. Au Burkina, comme je l'ai dit ici, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, on va en parler tout de suite, ces fameux Hani qui continuent à attaquer, à aller dans des marchés pour tirer sur des gens comme des lapins. Ici, en tout cas, officiellement, il n'y a pas de revendication, sauf on parle du califat. Mais même ce califat, c'est une revendication de l'Azawad qui veut prendre une partie
du Burkina. Donc au Mali quand même, il y a une revendication politique qui ne date pas de maintenant d'ailleurs, qui date depuis plusieurs décennies. Au Burkina, on n'a pas cette revendication, en tout cas clairement, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, même cette négociation-là, il faut qu'on harmonise pour voir, parce que sur ce plan-là, les destins là sont imbriqués. Il ne s'agit pas que le Mali négocie, par exemple, avec la CMA et autres, aboutit à un gentleman agreement, et au Burkina, bon, on négocie qu'est-ce qu'on va en retour et tout. Donc, il faut aussi harmoniser qu'est-ce qu'on va mettre sur la table. Ça, c'est le problème principal. Oui, c'est votre avis également qu'il faut savoir aussi ce qu'on met sur la table, on discute de quoi et de... Oui, tout à fait. Mais là aussi, je dis qu'il faut relativiser sur le cas malien, parce que ce n'est pas tous ceux qui revendiquent l'Azawad qui sont des groupes qui sont terroristes. Bien au contraire, la grande majorité de ceux qui revendiquent l'Azawad sont toujours dans la République et discutent avec Bamako. Ça pose pas de problème. On a même deux ministres de la CMA qui sont aujourd'hui membres du gouvernement. Exactement. Oui, donc la question de l'armée unifiée. Donc, du coup, en fait, il faut faire la part des choses entre la revendication de l'Azawad et la revendication terroriste. Parce qu'on a comme l'impression qu'en fait, les terroristes se sont greffés sur une revendication politique pour surfer sur autre, pour faire autre chose. Sinon, la CMA est légalement reconnue, ses acteurs sont reconnus, ils discutent avec Bamako, ils sont même représentés dans le gouvernement. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est ceux qui ont pris les armes pour on ne sait quoi et qui fusillent et qui attaquent les populations, qui attaquent l'État, sans effectivement, avec des revendications fallacieuses. Parce que quand on regarde même le discours de tous ces gars, il est tantôt religieux, il est tantôt politique, il est... Finalement, on a comme l'impression que derrière ces revendications fallacieuses, il y a de gros intérêts autour des trafics de drogue, autour de la création de no man's land pour divers trafics. C'est ça le problème. Malheureusement, cette minorité marginale-là pollue justement toute la CMA et aujourd'hui et ça n'arrive même pas la CMA. Ça n'arrive même pas la CMA il faut savoir faire la part des choses. Oui, Paul Mikirwamba et pendant ce temps à Toubangou, je vais y arriver. Nous sommes dans l'Oudalan, c'est entre Marcoy et Gorom. Une attaque contre des civils et par des Hani, comme l'a dit, voilà, des Yani, des individus armés non identifiés. Finalement, donc, ça veut dire quoi? Que dans ce désordre, il y a encore un désordre qui ne dit pas son nom. Oui, c'est malheureusement le cas. C'est effectivement un désordre qui ne dit pas le nom, qui ne dit pas son nom, puisque on a vu effectivement cette attaque terroriste dont vous parlez, qui, comme plusieurs autres attaques de cette nature, n'est pas revendiquée. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent, ces assaillants. Dans tous les cas, le mode opératoire donc, rappelle effectivement les attaques terroristes qu'il y a eu dans cette zone du Burkina, le Grand Sahel, depuis un certain temps, depuis plus de 5 ans maintenant, où il y a ces attaques terroristes. Donc je crois que c'est une attaque qui malheureusement vient rappeler une fois de plus que l'insécurité, le terrorisme, le combat contre le terrorisme doit rester en pole position de priorité au Burkina, parce que c'est quand même toujours d'actualité, même si on a donc salué une certaine accalmie fin 2020 jusqu'en début 2021. Alors, le bilan de cette attaque terroriste est assez lourd. Je crois que c'est 8-9 morts et des blessés également. Justement, exactement, parmi lesquels un volontaire pour la défense de la patrie. Et le communiqué d'ailleurs précise qu'il s'agissait là d'une attaque complètement ciblée, parce que les assaillants auraient donc sélectionné des gens qui appartiennent pratiquement à la même famille et pour donc les assommer. Donc ça fait quand même désordre. On a du mal aujourd'hui à interpréter ces genres d'attaques terroristes. Est-ce qu'il s'agit de représailles? Est-ce qu'il s'agit de règlement de compte? Puisqu'il s'agissait effectivement pour la plupart d'entre eux de commerçants qui partaient donc dans un marché, dans un village au Niger, qui ont été ainsi attaqués à Dolbel, donc en territoire nigérien. Donc finalement, on n'arrive pas donc à interpréter cette attaque terroriste pour savoir exactement qu'est-ce que ces individus veulent, en s'en prenant donc à des citoyens qui ne cherchaient qu'à aller écouler leurs marchandises. Voilà donc le désordre, comme vous l'avez dit, qui se présente dans cette histoire d'attaque terroriste, et cela vient s'ajouter aux précédentes attaques qu'on a eues, aussi bien dans la même zone du Sahel, dans l'est du Burkina et même dans la région donc des Cascades, puisqu'il y a eu des attaques terroristes dans cette partie de notre pays, et ça relance une fois de plus le débat.
sur le combat contre le terrorisme. Et je crois que les efforts ont été consentis. Les forces de défense au Burkina, associés aux volontaires pour la défense de la patrie, ont déjà abattu un travail qu'il faut saluer, et je crois que c'est un travail qu'il faut donc renforcer avec une bonne dose de renseignements aussi, puisque en réalité les populations locales doivent apporter leur contribution pour donc remonter un certain nombre d'informations qui pourront permettre, de mon point de vue, d'anticiper sur certaines attaques terroristes. Oui, Bourema, selon les témoignages recueillis sur le terrain, c'est beaucoup plus les propos tenus par les assassins qui tentent à montrer qu'ils ont ciblé un groupe ethnique qui est inquiétant. C'est comme s'il y a une sorte de diabolisation qui est en train de se faire dans ces communautés. Exactement, le communiqué du gouverneur même dit d'ailleurs vers la fin que cette action vise à opposer les communautés entre elles, qui vont en bonne intelligence depuis très longtemps. Maintenant, effectivement, quand on regarde que ils ciblent, ils arrêtent des camions, ils ciblent des gens d'une même famille, on les isole des autres et on les abat, ça veut dire effectivement que c'est quelque chose qui était préparé et qu'on les attendait, c'était des gens que les assaillants recherchaient. Et qu'ils ont saisi cette occasion effectivement pour régler leurs comptes. Maintenant, pourquoi? C'est là toute la question. Est-ce que, comme l'a dit Paul, il s'agit des représailles par rapport à des actions antérieures? Est-ce qu'il s'agit des situations de vengeance? Parce que le drame dans cette situation des attaques terroristes non revendiquées que nous avons, c'est que des individus mal intentionnés peuvent profiter de la situation pour régler des comptes à d'autres citoyens. De même, des bandits armés aussi peuvent profiter, peut-être aussi que derrière il y a des enjeux peut-être des enjeux économiques, peut-être c'est des questions de bétail, c'est des questions de mines, on n'en sait rien. Donc, c'est là effectivement tout le danger, parce que la situation est telle que toutes toutes les mauvaises intentions peuvent se retrouver et créer ce à quoi on assiste aujourd'hui, une sorte de cocktail Molotov qui peut exploser à n'importe quel moment. Parce que ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à Arbinda, et après il y a eu les affrontements intercommunautaires. Est-ce que c'est ce qui est recherché dans cette attaque de Marcoy, Toukabagou? Voilà, je crois que j'ai bien prononcé. Mais toujours est-il effectivement que ces genres d'attaques nous interpellent effectivement si les mutations possibles effectivement de la situation sécuritaire dans laquelle nous sommes. Et qu'il faut très vite effectivement cerner cette zone-là. Surtout que si les gens ont pris le courage à 2 mains de traverser comme ça pour aller au Niger, c'est que d'habitude, il n'y a pas ce genre d'attaque-là dans la zone. Maintenant, si ça y arrive, si on arrive à cette situation, il faut craindre effectivement qu'on crée une autre zone je dirais pas de tension ou en tout cas, une autre zone où les gens effectivement peuvent connaître comment on appelle ça, les déplacements massifs des populations. Or, c'est ce qu'il faut aussi éviter pendant qu'on travaille à réinstaller ceux qui sont déjà déplacés. Ouais. Il faut éviter effectivement qu'il y ait d'autres zones où les populations effectivement vont commencer à se déplacer massivement vers des centres urbains. Dieudonné, donc l'urgence est là, une action vraiment pour arriver à sécuriser, mais aussi à rassurer sur le terrain. Bon, oui, ça on le répète même. Moi, je pense peut-être que là, je verse dans l'optimisme. J'espère que ce genre d'action, c'est ce qu'on appelle le terrorisme résiduel. C'est-à-dire, le terrorisme est en train de mourir de sa belle mort et il y a des petites actions. Parce que, quoi qu'on dise, le terrorisme ne cesse pas. Quand le terrorisme advient dans un pays, il ne cesse pas tout d'un coup comme ça. Ça diminue d'intensité et puis il y a des actions sporadiques, et de part et d'autre. Et puis après, peut-être que quand on arrivera à une concorde civile, j'espère, ça je me montre optimiste. Mais moi, ce qui me gêne, effectivement, c'est l'appellation de ces Yanni ou ces Hani là. Tantôt on dit que sommes non identifiés, tantôt ça fait depuis des années, c'est toujours des hommes juchés sur des motos à 2 qui rentrent dans des marchés, dans des lieux de culte, sur des routes, qui tirent sur des gens comme ça et puis alérément ils disparaissent dans la nature. Cette fois-ci, ils ont traversé la frontière et repartent.
quand même, je pense qu'il faut quand même qu'un jour qu'on arrive à alpaguer un ou deux pour savoir quand même leur origine. Je pense que ça quand même... Parce que, non, mais quand le ministre Compaoré est allé à Arbinda, je parle sous le contrôle de ceux qui étaient là-bas, les VDP ont fait des témoignages et ont montré qu'en réalité, ces amis ne peuvent plus intervenir comme ça allègrement dans ces parties. Bon, parce qu'il y a aussi la question du renseignement qu'il faut renforcer. Sauf le cas de Tokabougou. Bon, c'est arrivé. Tokabangou, bon, c'est arrivé, c'est pour ça que je dis, j'espère que c'est le terrorisme résiduel et j'espère justement qu'on va pouvoir résoudre ces problèmes communautaires-là, parce que si le communiqué dit en creux que en fait c'est une communauté qui a été visée, c'est pas rien. Bon, c'est un langage diplomatique, mais chacun comprendra que, bon, c'est toujours cette question de stigmatisation-là. Donc, il faut arriver effectivement, comme l'a dit Bourema, à cette osmose, à ce que les communautés vivent en harmonie. Et pour ça, il faut aussi la présence de l'État. Il faut aussi réconcilier les populations entre elles. Et ça, c'est un travail quand même qu'il faudra faire à l'avenir. Oui. Bourema. C'est ça, il a lâché le mot. Oui. C'est là où il y a la vraie réconciliation au Burkina. Oui. Faire en sorte que dans nos communautés, les gens se sentent, se retrouvent la joie de vivre ensemble, qu'ils retrouvent le sentiment d'appartenir à une même communauté de destin. Ce n'est pas les histoires politiques des gens de Ouagadougou qui vont commencer à régler la question de la réconciliation. Au contraire, ça va créer encore d'autres difficultés. La vraie réconciliation, c'est à ce niveau-là. Faire en sorte qu'à Arbinda, il n'y ait plus d'affrontement entre des communautés. Qu'à Yirgou, ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Que ce qui s'est passé à Tokabangou, que ça ne se reproduise plus. Qu'on ne vienne pas sortir des individus parce qu'ils appartiennent à une communauté donnée et qu'on les fusille devant d'autres citoyens. C'est ça qu'il faut, c'est là où il y a un travail profond, et j'espère bien que le ministre de la Réconciliation nationale prendra bonne note et ira dans ces zones-là pour faire en sorte effectivement que les communautés se retrouvent et vivent en paix. En fait, une réconciliation d'abord à la base entre les communautés et on remonte une réconciliation pyramidale. Si vous voulez, on va de la base et on monte au sommet. Parce que souvent, bon, en haut, les grands se réconcilient, on se fait des accolades, alors que dans les communautés, dans les différents hameaux, on se regarde en chien de faïence. Ça, effectivement, c'est un travail à faire. Oui, Paul Miquet. Oui. Alors, je voudrais dire que ce qui est arrivé justement je crois que c'était le 18 février, cette attaque terroriste dont nous parlons. Le 19. Le 19, voilà. C'est un peu une première dans cette province en particulier, parce que les attaques terroristes dans le Sahel, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, et on sait que la province la plus meurtrie, c'était la province du Soum. Mais Loudalan avait certainement cette accalmie. Les Sono, oui, dans une certaine mesure, mais la province de Loudalan avait une certaine accalmie en matière d'attaques terroristes. Donc c'est pour dire que cette partie de la région du Sahel, c'est vraiment une partie qui était épargnée, et c'est là qu'il y a eu cette attaque terroriste, et je crois que ça devrait aussi interpeller plus d'un sur la nécessité donc de redoubler de vigilance. Ça montre un peu comme Dieudonné l'a dit, que le terroriste est en train de se chercher. Peut-être que c'est dans cette débandade qu'il y a eu justement cette représailles dans cette partie donc, de la province. D'où la nécessité de redoubler de vigilance, et je suis d'accord avec les deux autres que et quand on lit aussi le communiqué du gouverneur de la région de Sahel, ça montre que c'est une question communautaire. On a eu l'impression qu'il y a une famille qui a été ciblée, c'est peut-être des représailles dont il y a cette nécessité effectivement de renforcer la cohésion sociale à la base. Et je crois que c'est un travail qui doit être fait aussi bien par le gouvernement que par certains partenaires, notamment de la société civile, qui doivent mener ce boulot sur le terrain. Oui, Dieudonné, on passe rapidement au troisième sujet de débat ce matin. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina avait annoncé une grève du 22 au 26 février 2021. Et le 16 février dernier, un groupe de chauffeurs qui s'est dit non affilié à l'Union se désolidarise du mouvement et estime que personne n'a le monopole de parler au nom des chauffeurs routiers. Et ils vont plus loin en demandant au gouvernement la sécurité sur les axes et que ceux qui veulent travailler puissent travailler sereinement. Est-ce que c'est un déclic qui montre que quelque part ces grèves à répétition qui ne font que souffrir les populations des routiers commencent aussi à exacerber?
Oui, bon, moi, c'est que bon, dans cette histoire des chauffeurs routiers, là, j'avoue que pour moi, ça devient un embrouillamini. Je ne comprends plus rien. Vraiment, tout journaliste que je suis. Parce que c'est quoi? Bon, il y a eu l'UCRB, l'Union des chauffeurs, qui a eu des pourparlers avec le ministre de tutelle, le ministre d'Abilou. Et à l'époque, ils ont dit que si les pourparlers aboutissent, ils vont lever le débrayage qu'ils avaient annoncé. Bon, et je pense que finalement, il y a une partie qui a dit que les pourparlers aboutit. Donc bon, eux, ils ne vont pas gréver. Bon, je crois que c'est l'aile menée par Benjamin Konkobo ou quelque chose comme ça. Et il y a une autre partie qui dit que non, eux, ils vont gréver une grève de 120 heures. Bon, et je crois que ce qui est indexé aujourd'hui, c'est le Haut Conseil de quelque chose. Là, il y a un haut conseil que... Oui, il y a deux fêtières. La fêtière unique des transporteurs, des acteurs de transport au Burkina, et puis le haut conseil du transport. Voilà, c'est ça qui est parce que je crois qu'il y a une majorité qui trouve que bon, cette structure-là a été créée sciemment par le ministère pour un peu saper les luttes. Mais moi, je pense que le fond du problème ici, là, parce que ça fait quand même 2 ou 3 ans hein, que ces grèves-là, bon, vraiment, tantôt on annonce, on bloque. Je pense que le fond du problème, c'est... Pour le cas de l'UCRB, pour cette grève à venir, c'est pour dénoncer la gestion du fret. Voilà. Et ils ne rentrent pas dans les guéguerres. Oui, mais quand ils dénoncent le fret, là, je crois qu'ils indexent aussi, je ne sais pas, c'est le CP. Ils indexent des gens, hein. Ils indexent des gens. C'est pour ça que je dis que moi, dans l'affaire, en fond, c'est un problème, je ne sais pas si c'est un problème de personne, moi. C'est un problème entre les chauffeurs et puis les propriétaires de... Mais il y a, en fait, il dit ça, mais c'est un ensemble de problèmes qui est venu se greffer, et bon, et chacun tire la couverture. Moi, j'avoue que vraiment, c'est une mare à café pour moi. Moi, je ne comprends rien de peut-être que... comme vous avez le café avec vous, oui, c'est une mare à café pour certainement moi. Que ça va aller. Oui, Bourema. En fait, cette situation-là, c'est... Il y a une mafia qui s'est organisée autour de... Non, je le dis et je le répète ainsi parce que moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes dessus. Je suis allé même jusqu'au port de Tema et j'ai vu comment, effectivement, toute la mafia burkinabé s'organisait depuis le port de Tema. Non, je le dis et je le répète, c'est une vraie mafia autour du fret. Ça dit, on n'implique pas les propriétaires du fret. On discute avec des chauffeurs, des transporteurs, pour des faits qui appartiennent à des acteurs bien précis. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas voir, est-ce que les propriétaires du fret, notamment les importateurs, trouvent leur compte dans la façon dont le transport du fret est organisé vers le Burkina ou du Burkina vers l'extérieur? C'est la question de fond qu'il faut. Aujourd'hui, quand tu es un importateur, tu n'es même pas libre de choisir avec qui tu veux faire transporter ton matériel. Tu ne peux pas choisir ton transporteur. Oui. Parce que justement, cette mafia-là impose sa loi depuis le port et l'État les accompagne dans cette affaire-là à travers les CBC. C'est là où il faut effectivement régler le problème. Il faut faire en sorte que moi je suis importateur, que j'ai la possibilité de choisir mon transporteur, même si on fixe un minimum de règles autour du fonctionnement de ce transporteur. Les gens, on va arriver à cette situation-là, on va faire en sorte que seuls les transporteurs sérieux qui peuvent s'organiser pour donner satisfaction aux importateurs pourront survivre. Mais là, on est comme dans une sorte de... on s'organise pour que tout le monde puisse bénéficier du transport du fret du Burkina. Mais on est dans quel pays? Est-ce que quelqu'un qui va acheter son camion... Alors que eux tous, ils ne sont pas au même niveau. Oui, c'est ça. Est-ce que si je me lève aujourd'hui... aux camions qui ne sont pas parfois en bon état... Exactement. Quelqu'un se lève, il paye son camion. Il met un chauffeur. Il dit, va au port. Le gars, il va au port, il s'aligne. Il n'a même aucun contrat. Et comme si le fait qu'on dise qu'il faut répartir le fret burkinabé entre les transporteurs burkinabés pour gagner sa part des choses. Si on n'organise pas le secteur déjà pour faire en sorte que les importateurs puissent signer des contrats avec des sociétés structurées. Aujourd'hui, comment des chauffeurs... Vous avez l'impression ou le sentiment qu'on fait du social? Non, on arrête sérieux. Comment les chauffeurs peuvent discuter du transport du fret? Sur quelle base? Parce que le chauffeur, son patron, qui est le transporteur, a un contrat, il dit, prends le camion, j'ai un contrat, va transporter les marchandises. Si on ne règle pas ces questions, on permet à n'importe qui de se lever pour parler au nom de tout un secteur, ça pose un problème. Et je termine très rapidement en disant que la seule façon effectivement de régler cette question, et je suis d'accord avec le deuxième groupe de chauffeurs, vous avez le droit de gréver aussi.
Tous chauffeurs qui sont, ils ont le droit de gréver. Mais tant qu'ils peuvent, le fait d'être en grève ne leur donne pas l'autorisation, ne les autorise pas à occuper la voie publique et empêcher ceux qui veulent travailler de travailler. Là aussi, l'État doit assumer ses responsabilités. Le jour où ils veulent gréver, ils n'ont qu'à gréver. Mais l'État fait en sorte que les transporteurs, le chauffeur qui va se bloquer la voie là, il subit toute la rigueur de la loi. Ils ne vont plus recommencer. Oui, Paul Miki. Je crois d'ailleurs que la grève n'aura plus lieu, parce que oui, la grève a été, le mot a été levé. Oui, effectivement, c'est comme une ballon de sonde que l'on lance pour voir donc le comportement du gouvernement. Je crois, j'espère bien qu'il y a eu quand même des négociations, parce que alors, dans cette affaire de transporteur, comme Dieudonné l'a dit, il y a du tout dedans. Il y a vraiment une forme de mafia organisée. C'est vrai que depuis des années, rappelez-vous d'ailleurs que le climat social a été suffisamment pourri par les grèves à répétition dans le secteur des transports, avec tout ce que l'on a comme conséquence sur la circulation des personnes et des biens lorsque les voies sont bloquées, et sur l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, dont le carburant, qui crée quelquefois beaucoup de difficultés aux usagers. Alors, il y a effectivement une grosse cacophonie qui est entretenue depuis un certain temps, et je crois que le premier responsable dans cette affaire, c'est le gouvernement, qui aurait donc créé la zizanie, et aujourd'hui je pense que c'est le même gouvernement qui a donc la possibilité de mettre fin à cela. Alors il ne revient que la question des fêtières dont Kindo vous avez parlé, effectivement est le vrai problème, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec deux fêtières alors que initialement on était parti pour avoir un interlocuteur unique. Alors la mise en place de la fêtière unique des transporteurs du Burkina n'a pas donc permis d'avoir cette fêtière unique, puisqu'il y a eu des mécontents, beaucoup de gens n'ont pas été pris en compte, et il y a eu cette deuxième fêtière qui a été donc créée. Les deux se retrouvent avec des documents officiels délivrés par donc l'autorité. Alors il y a effectivement que le problème est arrivé jusqu'au Premier ministère, le Premier ministre qui a donc instruit le Haut Conseil du dialogue social à trouver une solution, et je crois savoir que le 6 mars on aura une rencontre un peu plus élargie avec, qui va donc mettre ensemble les membres de ces deux fêtières pour trouver une solution, même si là il n'y a pas beaucoup d'espoir parce que les intérêts sont tellement divergents. Et on apprend effectivement qu'il y a beaucoup d'implications politiques dans cette question donc, du transport de façon générale au Burkina. Et c'est ça malheureusement qui nous donne la situation que nous sommes en train de vivre. Et je crois que... Il nous est revenu qu'il y a des mercenaires qui ont beaucoup... Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et je crois que c'est le gouvernement qui doit trancher définitivement. Le problème c'est que les camions, il faut avoir l'honnêteté et le courage de le dire. C'est les mêmes fonctionnaires, les mêmes autorités qui sont propriétaires des camions. Ça se retrouve au sommet de l'État. Il y a énormément de personnalités qui sont propriétaires de camions, qui sont gérés par des acteurs qui se croient tout permis. C'est ça aussi l'autre revers. Donc si vous créez les conditions pour que vous-même vous soyez impliqués dans les mafias et que vous avez intérêt à ce que ces gars-là aient des marchés et puissent transporter, naturellement vous contribuez effectivement à pourrir la situation. Et deuxième chose, même si la question des fêtières, je crois que le gouvernement, moi je ne comprends pas pourquoi le gouvernement voudrait amener les acteurs d'une société à se retrouver forcément dans une seule et même structure. Nous sommes dans un état de droit. Les gens ont la liberté de s'organiser. L'État, sa responsabilité, c'est de prendre des textes de loi et veiller à ce que tous les acteurs puissent respecter ces textes de loi. Et c'est valable, ça doit être valable aussi dans le secteur des transports. Alors, mais monsieur, l'État a besoin d'un interlocuteur unique. Un interlocuteur unique qui va donc remplacer peut-être éventuellement les attributions du CCC. C'est ce que Paul Miki dit à l'époque, à la création de la fêtière unique. Je crois savoir qu'au niveau du Premier ministère, ils ont souhaité avoir un interlocuteur unique. C'est ça, j'ai dit, c'est un faux fuyant. On n'a pas besoin d'un interlocuteur unique. Tant que la loi existe et tout le monde doit appliquer la loi, force doit rester à la loi. Donc il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas mettre les gens dans une camisole de force. Il faut leur dire, il y a la loi. Vous sommes dans un état de droit, vous pouvez vous organiser comme bon vous semble, mais il y a cette ligne rouge là que vous pouvez... Je crois qu'il y a des directives de l'UEMOA qui existent tous là, c'est-à-dire que ça ne dépend pas que du seul Burkina, puisque dans les autres pays, ils ont réussi à mettre quand même leurs fêtières. Il y a des lois supranationales qui exigent effectivement cette disposition. C'est ça qui fait que la fêtière unique, c'est un peu... L'interlocuteur unique, c'est au-delà justement de cette problématique à soulever pour Emma, effectivement, quand vous avez un camion qui appartient à une personnalité,
Bon, évidemment, ce chauffeur-là, il ne se comporte pas comme un camion qui appartient à M. Tartampion. Le chauffeur du ministre, c'est le ministre des chauffeurs. Mais je crois que le problème même va au-delà, parce qu'il y a tous, je crois aujourd'hui même, il y a un remue-ménage au niveau des transitaires. Oui. Parce que, et or, c'est vraiment, c'est une profession connexe. Le transit est forcément lié, bon, à cette mafia. Donc, là-bas aussi, il y a une mafia. Non, c'est les transitaires aujourd'hui, il y a un remue-ménage parce que je crois qu'il y a une loi qui vient d'être prise. Il faut maintenant une caution de 75 millions d'une banque pour pouvoir vraiment exercer la profession, et ça fait vraiment des grincements dedans. Et j'ai bavardé avec quelques transitaires qui me disent que bon, au lieu de banque, ils ont même voulu maintenant que, bon, même si tu ne peux pas au niveau de la banque, que ça soit au niveau des assureurs, d'une assurance. Est-ce qu'une compagnie d'assurance égale à une compagnie, et puis la somme de 75 millions, elle est quand même pour des petits transitaires. C'est pas tout le monde qui est vraiment. Donc, il y a tout ça. Donc, Bourema a raison. Il y a eu même donc il y a un petit mouvement. Voilà, donc il y a ce problème au niveau même des transitaires actuellement. Donc je pense que quand même, bon, j'espère que le gouvernement, je pense, est en train de voir tous ces problèmes-là. Il ne faut pas encore qu'on démarre 2021 avec encore, bon, ces problèmes qui après, bon, commencent à prendre de l'ampleur et après vient faire en tout cas boule de neige. Oui, Bourema, on va rapidement évoquer la Libye qui peine à se relever, le pays qui fait face à la guerre civile. On avait pensé il y a 10 ans qu'avec la chute du régime Kadhafi, c'était la démocratie, la bonne gouvernance, mais apparemment le pays est devenu un enfer aujourd'hui. Oui, il y a deux choses que la situation de la Libye, à mon sens, semble relever. Le premier aspect, c'est que sous Kadhafi, en fait, les Libyens étaient dans une position où pratiquement il n'y avait pratiquement pas de chômage en Libye, et tout le monde était effectivement dans de meilleures conditions. Mais finalement, les Libyens se sont rendus compte que l'homme ne vit pas que de paix, il a besoin de liberté. Et malheureusement, la liberté, ils ont cru l'avoir en faisant partie effectivement Kadhafi avec un coup de main effectivement de la France et de la France, des États-Unis et même du Royaume-Uni en son temps, parce qu'on a vu comment triomphalement Sarkozy et Kadhafi, non pas Cameron, son prédécesseur, avaient effectivement effectué une descente triomphale à Benghazi pour affirmer le soutien effectivement de ces pays-là à la démocratie. Donc, après la suite de Kadhafi, on se rend compte effectivement que la liberté a un prix, et la liberté aussi demande un effort d'encadrement et d'un minimum effectivement d'autorité. Malheureusement, en Libye aujourd'hui, il y a plusieurs autorités. Ça va dans tous les sens. Et du coup, effectivement, Kadhafi, le bouchon de Kadhafi sauté, on a vu effectivement tous les groupes mafieux avec la complicité des puissances occidentales s'approprier des puits de pétrole un peu partout en Libye. Justement, d'aucuns observateurs ont estimé que c'est souvent peut-être ces visées inavouables qui ont conduit à la guerre. Je crois que le problème actuel de la Libye, c'est surtout les intérêts stratégiques et les intérêts économiques des grandes puissances. Le jour, effectivement, les gens vont arrêter de payer le pétrole avec des groupes armés qui se sont accaparés, effectivement, ces puits de pétrole dans des zones précises de la Libye, on verra effectivement une certaine accalmie. Maintenant, c'est vrai, au bout de 10 ans, on a vu effectivement que sous l'égide des Nations Unies, on est arrivé effectivement à mettre en place enfin un gouvernement d'union nationale. On ne sait pas pour combien de temps ça tiendra encore, parce que si on ne règle pas la question des intérêts économiques, ce gouvernement d'union nationale a peu de chances effectivement de pouvoir s'imposer sur l'ensemble de la Libye et de pouvoir conduire une transition vers le retour à la paix. L'un dans l'autre, il faut effectivement que la communauté internationale, notamment la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, bon, il y a la Russie aussi, qu'ils assurent les services après-vente. Parce que c'est très facile de venir enlever Kadhafi et le faire assassiner par des groupes non maîtrisés, des groupes rebelles, mais c'est plus compliqué effectivement de faire en sorte que la Libye soit maintenue. Est-ce que c'est ça qui les intéressait? Est-ce que ce n'était pas beaucoup plus l'exploitation des ressources pétrolières de la Libye qui les intéressait? Parce qu'on l'a vu, même pendant la guerre contre Kadhafi, les discussions qui se posaient autour des puits de pétrole. C'est vrai que déjà, on n'est pas sûr que entre la Russie, la Turquie
et les puissances occidentales, on parle le même langage autour du rôle que pourrait jouer ce gouvernement d'union nationale. Donc il faut attendre de voir, parce qu'eux aussi, ils ont leurs intérêts stratégiques, les autres ont leurs intérêts, et on a bien peur effectivement que la Libye continue d'être effectivement en proie effectivement à ces intérêts-là. Et malheureusement, ça fait du territoire libyen un refuge pour tous les groupes terroristes qui peuvent aller s'armer et se ravitailler en pétrole et autres, et venir et redescendre vers le Sahel pour nous attaquer. C'est là où il y a un problème. On ne peut pas continuer à se battre pour la paix au Sahel et puis laisser le Brésil libyen en l'état. En l'état, oui, bien donné. Oui, bon, chacun convient que c'est une plume trempée dans l'encre de sang que s'écrit la légende de Kadhafi. Kadhafi n'était pas un enfant de cœur, ça on en convient. Mais 10 ans après sa disparition qu'on a agglomérée en révolution libyenne, nous l'avons écrit il y a 2 ou 3 jours dans notre éditorial, c'est le chaos, des pleurs, regrets et guerre en Libye et puis au Sahel. La Libye c'est aujourd'hui un sanctuaire des terroristes. Bon, les 2 frères ennemis qui se disputaient justement le pouvoir, Sarraj il a démissionné. Le 5 février passé, on a élu un nouveau premier ministre de transition, mais je ne sais pas comment il va faire dans un pays où il n'y a pas d'État. Et comme l'a dit mon prédécesseur, l'OTAN, qui a été vraiment à la base du départ de Kadhafi, aujourd'hui, ces pays, la Russie, la Turquie, la France, chacun lorgne le service après-vente, la construction, mais on ne peut pas construire un pays où vraiment il n'y a pas d'État, il n'y a rien qui existe. Et au-delà de ça, il y a le Sahel. Les supplétifs kadhafiens qui ont déferlé sur le Sahel, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Burkina, le Mali, le Niger, nous avons tous ces problèmes terroristes-là. Donc pour nous, 10 ans après, vraiment, comme nous l'avons conclu dans notre édito, est-ce que vraiment, souvent, il ne nous arrive pas de regretter un peu, est-ce que vraiment, le Sahel ne se sent pas orphelin de Kadhafi? Ça, c'est une grande interrogation qu'on doit se poser. Paul Miki, est-ce qu'il faut regretter Kadhafi? Oui, il faut regretter Kadhafi. On l'aurait peut-être préféré vivant dans la Libye d'antan que la Libye d'aujourd'hui. 10 ans après, je pense que la désolation est à 2 niveaux. Premièrement, à l'intérieur du pays où on a aujourd'hui du mal à montrer l'autorité libyenne, c'est-à-dire le pays a des difficultés pour se réunifier. 10 années après, on ne sait pas aujourd'hui qui tient les rênes de Tripoli, puisque aujourd'hui on a effectivement ce gouvernement d'union nationale qui est à se mettre en place. Et le pays est divisé. Bourama l'a dit, il y a cette question de chômage qui s'est accrue parce que c'est une situation assez fragile dans la partie nord de l'Afrique, ces questions d'emploi et qui sont des questions qui sont d'ailleurs à l'origine des révolutions que l'on a connues sous le printemps arabe il y a une dizaine d'années bientôt. Alors de l'autre côté, au-delà de la Libye, on a effectivement les conséquences de cette crise sur les autres États de l'Afrique. On a parlé de cette question d'insécurité en début de cette émission. La Libye aujourd'hui c'est comme une poudrière qui a explosé avec les armes qui circulent un peu partout, où il y a justement cette possibilité d'aller se ravitailler en armes en Libye et de revenir se réfugier dans ce même pays parce qu'il y a quand même l'État qui ne fonctionne plus du tout. Donc les conséquences sont néfastes sur la zone du Sahel, et je crois que même jusqu'au Burkina ici, des terroristes pris en flagrant délit d'attaque ont été vus avec des armes d'origine libyenne et tout. Donc ça montre jusqu'à quel point la question libyenne est une question effectivement sous-régionale dans le Grand Sahel et sur le plan de l'insécurité. Et je crois d'ailleurs, comme l'ont dit les 2 prédécesseurs, il va falloir justement que la France revienne voir ce qu'elle a sémé il y a 10 ans en Libye, et c'est quand même regrettable. Très rapidement, 10 secondes. Comme aujourd'hui on a parlé du G5 Sahel, en fait, l'avenue du G5 Sahel est intimement liée au règlement de la situation, la stabilisation en Libye. Tant qu'on ne réglera pas la question libyenne en amont, c'est-à-dire le G5 a beau être opérationnel, comment le problème va demeurer entier au Sahel. Voilà, ce serait les derniers mots de cette émission. Merci à tous les 3 d'être venus. Bourema Ouedraogo est directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter. Merci d'être venu. Paul Miki Rwamba est directeur général de LCA, la chaîne africaine. Merci d'être venu.
bienvenue. Vous êtes éditorialiste. Et Dieudonné Zourana est directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui fête ce 21 février, c'est 7 ans d'existence. Merci également d'être venu pour... Voilà, et certainement qu'il va nous offrir le déjeuner juste après cette émission. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous également pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour au revoir et à bientôt. Inch'Allah.